stromboscope, une invention vraiment éblouissante. Mais d'abord, les boomerangs ont traversé les âges et sont à présent des objets très sophistiqués. Au début, les hommes lançaient des bâtons pour chasser. C'est probablement ainsi qu'ils ont découvert que certains bâtons incurvés revenaient en tournant sur eux-mêmes. Le boomerang représente en quelque sorte un retour à l'âge primitif. Il existe des boomerangs de toutes sortes et de toutes tailles. Leur fabrication commence par une pièce de bois brut. Ici, les repères au marqueur montrent que les cernes les plus récents sont les plus fins. Cela signifie que le bois y est plus dense et donc plus facile à travailler. L'ébéniste découpe 16 lames de bois plus denses et les place dans une étuve pendant 20 minutes. La vapeur rend les lames plus flexibles. Elles sont si souples qu'on peut les plier à la main. Cet homme va plier les 16 lames d'un coup, sans beaucoup d'effort. Maintenant qu'on a la forme de base, pour parfaire le contour, on fixe les lames de bois sur un gabarit en forme de boomerang. Elles y resteront pendant un jour ou deux, jusqu'à ce qu'elles aient séché et adopté la forme du moule. On étale de la colle sur chaque lame de bois, puis on les fixe de nouveau sur le gabarit. Cette fois, le gabarit est couvert de cire pour éviter que les bandes restent collées. Après une nuit de repos, on sort le boomerang laminé de son gabarit. Il est assez solide, mais bien trop gros pour voler. L'ébéniste le découpe en pièces de 10 mm d'épaisseur. Cette grosse pièce de bois donnera environ 6 pièces plus fines, toutes assez légères pour faire un boomerang. Mais il faut encore travailler les formes et les dégrossir. L'ébéniste dessine un contour plus élégant sur la pièce et la découpe. Mais il existe un moyen plus simple, il suffit de prendre une solide planche de contreplaqué pour avion. Avec le contreplaqué, pas besoin de laminer ou de plier le bois à la main. Il suffit de découper la forme, puis de sculpter le dessus des pales grâce à une ponceuse à tambour. Les deux pales sont incurvées vers le haut, mais dans des directions opposées. C'est ce qui permettra au boomerang de voler en tournant sur lui-même. Sur certains modèles, on incruste de petits lestes de plomb pour équilibrer le boomerang. Le boomerang laminé est sculpté de la même façon, mais à l'aide d'une lime. Le bois laminé est mieux adapté à cette technique, mais cela requiert plus d'efforts et d'habileté. La moindre erreur au niveau de la forme ou des dimensions peut entraver l'aérodynamisme du boomerang. Mais cet ébéniste a exécuté son travail dans les règles de l'art. Pour perfectionner son boomerang, il l'assouplit au-dessus d'une bouilloire fumante tout en recourbant les pales vers le haut, un peu comme des ailes d'avion. Ce souffleur permet de sécher le bois et de s'assurer qu'il garde sa forme. L'ébéniste pose alors le boomerang sur une surface plane pour vérifier l'incurvation. Il vaporise un enduit étanche sur le boomerang et termine par plusieurs couches de laque pour lui donner un fini brillant.
Et voilà, ces boomerangs sont maintenant prêts à faire tourner toutes les têtes. L'origine du barbecue est encore nimbée de mystère. Mais on pense qu'il nous vient tout droit des Caraïbes. Évidemment, à l'époque, on ne faisait pas de grillade au charbon de bois. Les gens faisaient rôtir leur viande au-dessus d'un brasier. Aujourd'hui, tout le monde se réjouit à l'idée de manger des steaks carbonisés autour d'un barbecue dans le jardin. La fabrication d'un barbecue de base commence par de grands disques d'acier. Une machine équipée de rouleaux applique un lubrifiant savonneux sur chaque disque. Puis on les passe dans une presse qui les étire pour leur donner une forme de cuve arrondie. Étirer de l'acier n'est pas chose aisée. S'il n'est pas bien lubrifié, l'acier risque de se déchirer. C'est pourquoi on n'hésite pas à mettre une bonne couche d'enduit avant de le passer sous la presse. La presse transforme cette plaque en cuve en un clin d'œil. Voici la même presse vue de derrière. Grâce à sa puissance mécanique, le marteau-pilon peut exercer une pression de 500 tonnes. On utilise une presse de type similaire pour fabriquer le couvercle du barbecue. Chaque pièce est contrôlée pour s'assurer qu'elle ne comporte aucune fissure. Puis elle passe dans une autre presse qui va découper les bords. Les déchets sont jetés dans un conteneur pour être recyclés. Ensuite, on fait tourner la cuve du barbecue tandis qu'un rouleau automatique recourbe le bord. La cuve est alors perforée pour assurer la ventilation. Puis, on passe au pistolet à soudure. On soude ainsi des charnières d'acier sur la cuve pour la fixation des pieds. On place les poignées sur un support. La table tournante se met en marche et présente les cuves aux soudeuses qui fixent les poignées de chaque côté. Sur une autre chaîne de production, on s'occupe des couvercles. On soude une poignée sur le sommet pour permettre au chef de baisser le couvercle et ainsi de contrôler la température de cuisson. Ou encore de l'enlever pour retourner les steaks. Un rail aérien apporte les pièces de barbecue à la station de lavage. Là, elles sont aspergées d'eau savonneuse et rincées. Une fois sèches, les pièces passent à l'atelier de finition où elles seront enduites d'une fine couche de poudre de verre. On les enfourne alors à 848 degrés. La poudre de verre cuit et donne alors un fini émaillé qui protégera les pièces de la rouille et des salissures et allongera leur durée de vie. Elles sont ensuite exposées sous des néons qui mettront en évidence le moindre défaut sur leur surface ultra lisse. Chaque pièce est examinée à la loupe. Une poinçonneuse perce des valves en aluminium. Elle découpe le métal tout en y imprimant la marque du fabricant. Ces valves sont un accessoire très pratique qui permet au chef de contrôler l'arrivée d'air dans le grill. On ajoute une poignée en nylon sur les anses et on pose la valve au-dessus des trous d'aération du couvercle.
L'acheteur doit se charger de l'assemblage final. C'est l'affaire de quelques minutes, juste avant l'arrivée des convives. Dans un instant, dans Comment c'est fait, nous verrons pourquoi ces gens sont si occupés et pourquoi cette femme souffle du feu. A tout de suite. On utilise un code de couleur pour différencier les fils. On les passe entre les goujons et on les relie à des connecteurs sur le circuit imprimé. Les instructions sont extrêmement détaillées et accompagnées d'un plan d'ingénieur pour éviter de se mélanger les pinceaux. On défait les fils par paquets sans trop les serrer pour qu'ils puissent bouger librement tandis qu'on soude leurs extrémités ensemble. Mais tous les fils ne sont pas soudés. Certains sont attachés grâce à des tenons que l'on pince au bout des fils à l'aide d'une machine hydraulique. Ces tenons serviront à connecter les fils aux attaches du plateau. On relie le câble à un plateau test afin de vérifier tous les circuits. Le plateau, toujours très coloré, est posé sur un lit de clous et de bandes de mousse. On place alors le tout à l'intérieur d'une presse. Les clous piquent l'arrière du plateau, mais les bandes de mousse les empêchent de traverser. Les empreintes laissées par les clous serviront de repères pour l'installation des cibles et des éléments tactiques du plateau. À présent, on perce quelques trous, puis on pose un gabarit en métal sur le plateau pour percer encore plus de trous. Ceux-ci serviront à monter des gadgets sur le plateau. On enfonce des attaches pour fixer les rails en métal qui empêcheront la bille de quitter le plateau. Voici un lampadaire, suivi de quelques bumpers en plastique. On n'installe pas moins de 115 lampes au total. Il est temps à présent de fixer tous ces fils définitivement. Certains sont soudés directement sur le plateau, d'autres sont reliés à des interrupteurs. On place un haut-parleur à l'intérieur du caisson pour des effets sonores tonitruants. Puis c'est au tour du lance-bille à ressort. Sans lui, impossible de démarrer la partie. On pose une figurine de monstre et une rampe en forme d'épée, ainsi que plusieurs autres figurines. On fait passer la bille sur toutes les cibles et par tous les mécanismes pour tester les interrupteurs, appelés également switch. Un jeu peut compter jusqu'à 70 switches. On appuie sur tous les boutons tandis qu'un système informatique détecte les éventuelles défaillances. Rien n'est laissé au hasard. Si tout fonctionne correctement, on glisse le plateau à l'intérieur du caisson. On pose une vitre en verre incassable pour protéger le flipper des ardeurs des joueurs trop enthousiastes. On verrouille le tout à l'aide d'une plaque de métal. Et enfin, on installe le fronton. Ce flipper est maintenant prêt à passer à l'action. Les stroboscopes nous évoquent tous les discothèques des années 70. Mais on en trouve également sur les ailes d'avion, les voitures de police, ainsi que sur les tours et immeubles pour prévenir les avions volant à basse altitude.
On s'en sert même dans les ateliers de photographie et sur les chaînes de productions industrielles. Quelle idée lumineuse! Les stroboscopes émettent des flashs lumineux répétés de très forte intensité. Dans cette usine, la fabrication commence chez les souffleurs de verre. Grâce à un brûleur à ruban, on chauffe les tubes de verre à 1600 degrés. Cela permet de le ramollir et de lui donner la forme désirée. En même temps, on souffle dans un tuyau en caoutchouc relié à l'extrémité du tube. Le bouchon à l'autre extrémité empêche l'air de s'échapper. On maintient ainsi la pression à l'intérieur du tube pour éviter que les parois s'affaissent vers l'intérieur sous l'effet de la chaleur. Même si la taille et la forme des tubes varient d'un modèle à l'autre, le travail reste le même. Faire entrer les électrodes, les fils électriques et le xénon. Les électrodes conduisent le courant. Ainsi chargé en électricité, le gaz se met alors à émettre de la lumière. Plusieurs modèles différents sortent de cette usine. Certains destinés à la grande consommation sont produits en grosse quantité. D'autres sont réalisés sur mesure pour certains clients. Pour les modèles de grande consommation, le souffleur de verre passe immédiatement le relais à des machines automatisées. Les pièces de commande, elles, sont entièrement réalisées à la main. Même les électrodes sont fabriquées à la main. On prend une quantité très précise de poudre métallique qu'on verse dans la cavité d'une presse, semblable à celle utilisée dans les usines pharmaceutiques pour la fabrication des pilules. Cette poudre est un mélange de plusieurs matériaux, mais l'entreprise refuse de révéler lesquels. La presse exerce une pression de 4 tonnes sur la poudre pour former une pastille. On inspecte ensuite cette pastille pour s'assurer qu'elle est conforme aux normes de qualité. Les pastilles sont ensuite soumises au frittage. On les passe 9 minutes dans un four à hydrogène car ce gaz brûle à très haute température. Chauffées à 1700 degrés, les particules fusionnent pour former un corps solide qui ne se désagrégera pas. Ensuite, on soude un fil électrique sur chaque électrode. On insère 2 électrodes dans chaque tube de verre. Une pour le courant positif et l'autre pour le courant négatif. Enfin, on fait fondre l'extrémité du tube pour le refermer et on y attache un fil, aussi appelé gâchette, qui fonctionne comme l'allumage d'une voiture. Il déclenche le transformateur qui donne une impulsion électrique à haute tension aux électrodes et permet au gaz de produire de la lumière. Ce robot assemble les modèles de série. Avant de le mettre en marche, il faut charger les composants. On y insère 2 électrodes fabriquées dans une presse automatisée surmontée d'un tube de verre. La machine prend alors le relais. Elle vide le tube de son air, injecte le xénon, fait fondre le verre pour le refermer sous les électrodes et coupe l'excédent de verre. Pour que le gaz émette de la lumière, l'intérieur du tube ne doit contenir aucune impureté. C'est pourquoi, après l'évacuation de l'air, des bobines chauffantes passent autour du tube pour brûler toutes les impuretés. Pour les modèles sur mesure, toutes les étapes sont réalisées à la main. Le stroboscope est terminé et prêt à être installé. Ce modèle servira aux lumières de signalisation que l'on trouve sur les dépanneuses et les véhicules de construction routière. On l'insère dans un réflecteur en verre doté d'un revêtement métallique. Le transformateur permet de réguler la tension électrique. Il est relié par des fils aux électrodes et à la gâchette qui dépassent de la lampe. Le couvercle en verre enferme la lampe hermétiquement et la protège à l'intérieur du réflecteur. Et voilà, une méthode de fabrication rapide comme l'éclair. Que vous recherchiez un bon retour sur investissement, une bonne occasion de se réunir entre amis cet été, ou un gros jouet pour grands enfants, vous savez maintenant comment c'est fait.